Salut les petits ménestrels. Ça fait plaisir d'entendre ça. Aujourd'hui, nous, après avoir vu de la SF, on se penche de nouveau vers de la fantasy. Cette fois-ci, c'est français. C'est français. C'est le premier livre français dont on parle. C'est vrai. Cocorico. Ouais, on retourne à la fantasy, heroic fantasy. À débattre. D'ailleurs, le genre est à débattre. Il y a un côté un peu qui dévie des normes du genre à la Tolkien, on va dire. Oui. Ça se veut un peu une contre-culture. Après, moi je trouve que c'est assez proche. Oui, ça reste classique, mais il y a une volonté Mm. d'apporter des nouveaux angles à des artistes qu'on a déjà vus, enfin, des classiques dragons, elfes, nains. Ils sont dedans avec des nouveaux angles. Et faudra peut-être donner le titre du bouquin. Ouais, aujourd'hui on s'intéresse à La geste du sixième royaume de Adrien Thomas, qui est un livre originellement publié en 2011. Qui a gagné le prix Imaginal en 2012. Ah oui, il a gagné la même année. Ok. 2012, une année après. C'est le premier livre d'Adrien Thomas. C'est le livre qu'il a fait bercer en tant qu'auteur, et même en tant qu'auteur professionnel. Pour la remise en contexte, c'est toi qui as voulu qu'on parle de ce livre. Oui, alors pour l'historique, le premier roman de fantasy, vraiment de fantasy pure et dure, que j'ai lu, ça doit être vraiment au collège, hein. C'était, non pas celui-là, c'était le tome 2. J'ai commencé par le tome 2, qui était La Maison des Mages. Et donc, assez majeur dans l'influence sur mes goûts littéraires aujourd'hui. Ça me paraissait intéressant de voir si c'était juste nostalgique ou si c'était vraiment un truc de grande qualité. Sachant que je te l'avais repassé après, je crois. Oui, je l'avais lu, tu me l'avais fait lire, je pense pas longtemps après que tu l'aies découvert. Mm. Et moi, à l'époque, j'avais trouvé ça vachement bien aussi, donc j'étais assez chaud pour qu'on parte sur se questionner la nostalgie. Ouais, voir ce qu'il en est. Surtout que la littérature de genre en France, ça a pas très bonne presse, donc ça nous permettait de faire d'une pierre deux coups. Bah, c'est la fameuse sous-littérature, entre guillemets, qui est beaucoup moins bien classique. On a aussi une production beaucoup plus faible par rapport Ouais, on sort très au peu. monde anglophone. Beaucoup moins de sorties dans ce genre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je commence. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre efficace, c'est le mot que je retiendrai, parce qu'il se laisse lire, il fonctionne, mais il est jamais transcendant, à part éventuellement sur les 100 dernières pages pour le climax du livre. Je trouvais que c'était un livre qui était tout le temps fonctionnel, il m'a jamais fait sursauter, à part peut-être sur un ou deux petits points où je pourrais pinailler. Mais j'ai pas pris une immense claque. C'est c'est pas quelque chose d'excellent qui m'a bluffé complètement. Par exemple, les salauds gentilshommes, ça m'a beaucoup marqué. Avec Mhm. le recul, je trouve ça de bien meilleure qualité. Mais c'est très loin d'être mauvais. C'est vraiment bon. Et puis en fantasy française, à part du coup gagner la guerre, mais qui est un con complètement qui est pas du tout dans la même niche. Ça, comparé à ça, la Justin Run, c'est de la fantasy beaucoup plus classique. Et dans cette idée de fantasy un peu héroïque, c'est un bon bouquin. C'est un bouquin efficace aussi, je trouve. Peut-être quelques problèmes de rythme, mais j'ai beaucoup aimé, comme on disait, le côté. On remet en question les clichés de la fantasy pour essayer de donner un petit vent de fraîcheur nouveau. Des personnages, en majorité, très intéressants. Le style est pas exceptionnel, mais ça se laisse lire très bien. Non. C'est un livre qui se lit quand même vachement bien. Alors, mention quand même sur l'édition qu'on a, c'est vraiment hyper mal mis en page, et je pense que quelqu'un qui a des difficultés de lecture ou une personne dyslexique, ce serait atroce. Mais le texte lui-même se lit bien. Ouais, j'avais la version brochée que j'ai paumée. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile quand t'as le gros bouquin broché où c'est écrit plus gros. Là, avec le livre de Ouais. poche qu'on avait, effectivement, c'était un peu étouffant. On peut peut-être faire le synopsis vite fait. Ouais, ouais, ouais. Dans un monde fantastique. Il a un nom ce monde? C'est les 6 royaumes, Les tout Six Royaumes, simplement. tout simplement. Ok. Un monde assez classique, hein, une sorte de gros continent sur lequel. Bah, on a les 5 royaumes humains, qui sont chacun d'une culture différente. Mhm. Et on a au milieu la grande forêt
qui est un peu une terre de mystère, un peu merveilleuse, où personne n'y va parce qu'il y a plein d'histoires dessus de loups-garous et de fées. C'est la terre de la magie, ouais. La dernière poche de monde inconnu dans un monde médiéval qui commence à se civiliser et à rentrer dans le progrès. Et du coup, on a cette idée de nature contre progrès qui est très très littérale parce que toute l'intrigue du bouquin, c'est la guerre des aspects, où il y a deux forces majeures dans le monde. Le père du côté de la nature, des rêves, de la magie, et de l'autre côté, le profond, je crois. L'autre, je crois. L'autre. Ah, peut-être il se fait peut-être appeler le profond aussi. Qui est donc plutôt le progrès, la technologie, la civilisation. Et pour des raisons inexplicables, Mystique. Les deux entités sont adverses et. voilà, ils se font la guerre, pas directement, parce que c'est des forces du monde, donc ils peuvent pas s'affronter directement, mais ils s'affrontent par le biais de héros et de peuples. 5 héros des deux côtés. Héros au sens messager, pas Oui, héroïque. c'est ça, héros AU. Donc qui vont représenter ces deux forces majeures avec des rivaux identiques de l'autre côté. Ils vont mener des peuples à la guerre. Et il y a cette idée que c'est le profond qui essaye de vaincre le père à chaque fois et le père qui essaye de tenir. L'idée d'offensif de la technologie et de la civilisation contre la nature qui essaie de garder ses racines dans ce monde. Pour nuancer quand même un tout petit peu sur ces histoires d'aspect du père et de l'autre, leur principale face, ça va être cette idée de nature et de progrès. Mais à quelques reprises, quand même, on a des personnages qui viennent un tout petit peu nuancer pour montrer que c'est plus que le bien et le mal et la nature contre le progrès. Clairement. Et notamment sur le père, on voit que c'est aussi... c'est vraiment l'avatar de la nature, mais dans tous les sens du terme, et notamment c'est lui qui représente la loi du plus fort. Donc c'est pas forcément que un être bienveillant comme on pourrait le croire en lisant juste le synopsis. C'est aussi lui qui régit les prédateurs. Oui, c'est vrai que les héros qu'on suit sont du côté du père, et naturellement on pense nature contre progrès, et on a tendance à se ranger du côté des gentils arbres autour, mais le profond c'est aussi les bienfaits technologiques de la civilisation, le fait de guérir la maladie, le fait de plus avoir peur la nuit dans le noir parce qu'on se fait chasser par des loups. C'est aussi le bien-être de l'humanité d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est redit à plusieurs fois dans le bouquin que c'est pas tout blanc tout noir, que chacun en fait a ses idéaux opposés auxquels les héros croient ou ne croient pas d'ailleurs. Certains sont très Oui. cyniques sur ça, d'autres sont idéalistes. Si, quand même, sur le synopsis, moi je trouve que l'idée générale du livre elle marche bien, elle est hyper prometteuse. J'aime bien la simplicité aussi du fait. On a deux camps avec un conflit clair. On a 5 personnages majeurs qui ont leur miroir en antagoniste. Et ça se fait. Donc c'est une prémisse très simple, mais qui se déroule. La suite des événements se fait naturellement à partir de ce principe-là. C'est assez efficace comme principe. Ouais, moi j'aime bien ces histoires de. Ces règles au-delà même des entités surnaturelles qui doivent être respectées et qui régissent un combat qui finalement est un peu absurde. Je trouve que ça marche particulièrement bien pour de la fantasy. Ça ajoute vraiment à ce côté destiné qui est parfois un peu factice. Dans la G du 6ème Royaume, je trouve que la promesse du livre marche vachement bien. Ouais, on a envie de lire. C'est pas il y a une prophétie et on la suit parce que intrigue. En fait, les personnages eux-mêmes remettent en question le fait qu'ils doivent s'entretuer pour deux forces incompréhensibles qui se battent et qui prennent le thé ensuite, enfin, figurativement, qui prennent le thé pour discuter que s'ils ont bafoué les règles ou pas, et qui se battent au final pour rien en fait, ils pourraient même pas se battre, mais ils se battent quand même et ils forcent tout le monde à rentrer dans une guerre, et c'est assumé, le côté absurde. Oui, il y a plusieurs personnages qui se révoltent contre ça. Parlons des personnages. Allez. Alors quand même, l'idée des héros, c'est qu'ils ont chacun des pouvoirs qui dépendent
des sens. Alors c'est un peu poussé parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, on perd très vite le côté lié aux cinq sens originels et Mais voilà, l'idée c'est qu'on a le danseur qui est lié à Louis et qui peut les pensées des autres et influencer leur psyché. On a la dame qui est liée au toucher, au toucher, ouais. qui peut, ou ça c'est la magie plus classique, je pense quelque chose et ça se fait. On a le soldat, le goût, je crois le soldat. Possible, ouais. Mais là, en y repensant, il n'y a aucun lien avec le goût en pratique, mais... Je sais, c'est expliquer vite fait à un certain moment l'idée que t'as le goût des émotions, l'amertume de machin, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est très très pareil. Ça marche pas très bien. Voilà. Puis surtout, ça fait un peu doublon avec le danseur, le côté influence des autres. Oui, Ça peut oui. être, Les deux se marchent un peu dessus. le plus littéral, et du coup le moins impactant, c'est du coup la bête, qui sent très bien. C'est tout. Oui, elle a une sorte de super instinct et elle peut sentir n'importe qui, n'importe où. N'importe quoi, elle peut sentir de l'eau, elle peut sentir... Elle a la géolocalisation. Voilà, elle a juste un très puissant GPS. Donc, comparé à par exemple la dame, c'est un peu... C'est beaucoup plus limité en termes d'application aussi dans le livre. Ouais, à part sentir les cours d'eau et les femelles en chaleur, ça sert pas grand chose. Et à traquer les Ouais, héros ennemis. ça donne pas lieu à des instants mémorables comme Non. pouvoir. Non. Du coup, là, pour ce don-là, les personnages parlent un peu entre eux. On en a oublié un. Le prophète, Le prophète. Quel sens ça, le prophète? La vue. la vue, il peut parler aux élémentaires. Ou aux esprits, oui. Et du coup, la vue parce qu'il peut voir l'avenir. Avec du coup, on entre là dans le système de magie. Où il y a ces esprits qui cherchent la vérité dans le monde. En chopant des fragments de vérité, peuvent discerner des futurs possibles. Oui, c'est vrai, et c'est comme ça que tu parviens à nouer des pactes avec eux. C'est en leur promettant des choses qu'ils ne savent pas. Eux, ils cherchent à te piéger en te faisant avouer des choses sur Ouais. toi notamment. Si tu dis une vérité complète dans le monde des esprits, ils peuvent prendre possession de ton corps. Ça rappelle légèrement le système des vrais noms pour tout ce qui va toucher à la démonologie. Le fait que connaître le vrai nom d'un démon ou d'un sorcier te donne tout pouvoir sur lui. Ouais, c'est un peu cette même idée de pouvoir de la vérité et du langage. Et du coup, les héros sont pas les seuls à pouvoir faire des choses magiques. On a aussi on a des chamans qui communiquent directement avec les esprits pour essayer de les influencer en négociant. On a les dames grises qui utilisent une drogue qui leur permet de se servir de force du pouvoir des esprits. Et il y a les magiciens elfiques aussi. Les magiciens elfiques, Mais il y a les mages de Seva, il y a différentes sortes de il magie. y a la magie divine aussi, effectivement. On a parlé des 5 héros, mais on n'a quand même pas parlé du 6e personnage important de chaque faction, qui est la fille. La fille. Donc, du côté du père, c'est Liltine. Liltine, j'allais dire Lilith. Une dryade. Oui. Dans ce monde, les dryades sont liées à un arbre. Comme Liltine, son arbre dont elle est gardienne a été investi par le père, c'est la fille du père, et donc c'est un peu son émissaire, celle qui va recruter les héros, leur expliquer la situation. Ouais, le rôle de la fille, c'est d'être le mentor des 5 héros et de les mener. Même si dans le cas de l'autre, ça marche pas très bien, parce que sa fille, à lui, elle est pas hyper fonctionnelle dans son rôle. La fille de l'autre est une déesse, Seva, de son doux nom, je crois, la reine des putains. La grande putain. La grande putain, qui est du coup une déesse beaucoup moins dévouée et fidèle que Liltine, qui en fait a son propre agenda. Ouais, alors, je disais tout à l'heure que j'aimais bien cette idée de jeu divin aux règles qu'on peut pas transgresser. Je trouve que ça marche bien. Par contre, j'aime pas du tout, moi, quand les dieux sont incarnés. Ce qui est un peu contradictoire, mais du coup, Seva, je peux pas trop la sentir. Ça enlève beaucoup de leur mystique, et du coup, ça les fait juste passer pour des... C'est des sortes de super-héros. Voilà, c'est juste des êtres supérieurs, très puissants. Et du coup, c'est vrai que ça leur enlève ce côté. Transcendant, en fait, Voilà, c'est pas qui aurait- des, ouais, qui c'est aurait pas pu des être, dieux, quoi. incompréhensible et Lovecraftien, mais à la place, on a juste une espèce de grand esprit qui s'incarne et qui fait de la magie très forte, quoi. Oui, et je trouve que du coup,
toutes les religions du monde elles perdent en crédibilité puisque les dieux existent, enfin paradoxalement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des œuvres de fantasy, hein. C'est pas du tout dû à la Génésis du Royaume. Mm. Je trouve que ça marche pas très bien. J'ai toujours un peu de mal, moi, avec ça. Après, il y a je crois que les autres dieux, à part Seva, ont justement cette idée d'être en retrait. Et oui. Donc, du coup, justement, les Et mortels c'est- doivent douter de leur existence pour que le culte ait de l'importance. Ouais, Alors que mais ils Seva, existent quand même tels que décrits dans les oui, ouvrages mythologiques. c'est ça. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Genre, c'est comme si... je dis un truc un peu polémique, mais c'est comme si, genre, nos textes sacrés, ils étaient à prendre mot pour mot, quoi. C'est comme si Jésus se ramenait de temps en temps pour influencer l'histoire. Ouais, moi j'aime bien qu'il y ait une distance entre l'homme et son dieu. Dans une œuvre de fiction, quand même, je trouve qu'on gagne beaucoup en puissance symbolique. Et puis on perd heureusement, la religion n'est pas le thème principal, mais du coup, c'est vrai qu'on perd beaucoup avec ce changement. En fait, on se retrouve juste avec des fanatiques d'un côté, et de l'autre côté, les dieux n'ont qu'une importance. Voilà, c'était ma digression, je tenais à... Pas de soucis. Donc les 5 héros. Oui, pardon, les 5 héros. Le premier, plus important peut-être, c'est Lyre, le barde. Le barde, ouais, qui est un barde perdu, qui a quand même un passé, Lyre. Oui, Ce qui est pas le cas de tous les personnages. On comprend que c'est un peu le personnage principal parce qu'il a tout un passé, il a déjà vécu des aventures, et là il est dans une sorte de phase de creux. Et ouais, avec cette idée il voyageait avec un certain chevalier noir, qui est à peine mentionné de temps en temps dans le livre, qui est très mystérieux. À première vue, c'est juste le classique barde, séducteur, désabusé, sans dessous, qui est un peu cynique et qui fait ses balades héroïques en cherchant l'art et la beauté, tout en étant un peu détaché de tout ça. Puis en fait, en apprenant à le connaître, moi au début, lire, j'avais un peu du mal à le saquer. Et ensuite, en fait, quand on commence à le voir de l'extérieur, du point de vue des autres personnages, il devient vraiment héroïque, je trouve, au fur et à mesure du bouquin. Bah, c'est un des personnages les plus réussis du livre, je trouve. Ouais. Autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Corius. Corius, le demi-nain. Qui est un demi-nain et du coup qui a une petite histoire très triste parce que fils de prostituée, les nains et les humains sont pas censés avoir d'enfants, c'est le seul demi-nain en fait. Ouais, il a jamais rencontré d'autres demi-nains de sa vie. Et c'est un marchand ambulant qui s'est battu en tant que gladiateur. Il a cette aversion un peu pour le meurtre et la violence et du coup parfois il fait des erreurs qui le regardent beaucoup parce qu'il a promis à sa mère de ne pas tuer et de ne pas être violent. Oui. Et ça ramène encore je trouve que c'est un autre personnage qui est émotionnellement impactant. Oui, notamment pour une scène qui arrive beaucoup plus tard sur sa nature de demi-nain. Ouais. Pour les autres héros, on a Moineau, qui est le... gamin voleur des rues, malin, débrouillard. Oui, et qui est qui est donc le prophète. Maëve, ça là, c'est sorcière. Ça, la dame, qui est une dame grise. Donc les dames grises dans cet univers, c'est vraiment des clichés des méchantes sorcières. Oui. Ce sont toutes des ordures, et Maëve, elle est tombée amoureuse, elle a perdu son amant, et elle s'est mise sous un endroit un peu mystique qui est la cascade de l'oubli. Du coup, elle revient après des siècles d'endormissement, entre guillemets. C'est ça. De veille. Et ce qui est important aussi par rapport à cette histoire d'amant, c'est que une des choses qui fait que les dames grises ont leur pouvoir, c'est leur virginité. Donc Maëve, en prenant un amant, elle a renié son pouvoir. Alors d'ailleurs, c'est vraiment question encore après, cette idée de virginité qui a le pouvoir. Mais oui, du coup, c'est une dame grise sans magie qui est tirée de force de sa mort, parce qu'elle est entrée dans la cascade de lui pour oublier sa souffrance. Elle était un peu comme si elle était morte dans un sommeil éternel. Elle se tirait de force par le père pour être un de ses héros. Et le dernier héros du père, c'est Naorl, qui est une sorte de loup-garou. Qui est un loup-garou. Ils appellent ça des changeurs, mais c'est des hommes-loups plutôt. Des hommes-loups, et qui au début est un peu la caution altérité du livre. C'est lui qui vient apporter la dose d'incompréhension et de bizarre dans le récit. Oui, et aussi c'est lui qui donne les points de vue très... le côté sauvage, naturel du père,
Oui, c'est lui qui est le plus proche du père finalement. Ouais. Et c'est aussi lui qui va donner un espèce de point de vue anti-civilisation Oui, qui remet en question toute la morale et la civilisation humaine avec son langage un peu bestial. ouais. Et cette vue du plus fort, cette loi du plus fort qui est incarnée. Et aussi, avec Narl, on a cette idée qu'il faisait partie d'une meute où il n'y avait pas d'individualité. Il va être capturé et du coup va perdre sa place dans la meute. Et donc il se retrouve seul et il a toute cette idée de devenir un individu. Ça va être assez intéressant pour ça, le changement de cette espèce de logique de ruche à une vraie individualité. Un autre personnage que j'aime bien, je pense ceux qui me touchent. Ouais, ils sont tous assez touchants à leur manière. Moineau a un arc de personnage un peu bizarre et il perd un peu. Il se fait un peu mettre de côté, ce qui est un peu dommage. Alors, malgré, il a une très forte influence sur l'histoire, mais il a pas assez de temps de caméra, entre guillemets, pour, je trouve, qu'on comprenne vraiment ses choix et qu'on s'identifie à ses décisions. Et Maëv, c'est pas un personnage inintéressant, mais c'est un peu de plus-value à lire parfois. Ouais, moi j'aime bien Maeve, mais elle a quand même une sacrée plot armor. Oui, aussi. Mais j'aime bien le personnage, je trouve que c'est aussi un des personnages les plus réussis. Si on arrive à mettre de côté le fait que elle foudroie tous les autres combattants du livre. Oui, elle est broken. On va peut-être pas détailler tous les héros de l'autre non plus. Est-ce qu'il y en a un dont tu veux parler? Peut-être parler dans une... Peut-être les présenter vite fait et revenir dans un spoiler pour les détailler, mais on a Safriel, qui est l'ancienne amante de Lyre, Oui. et qui est le héros de l'autre le plus intéressant parce que c'est la seule qui ne déteste pas ou qui a une relation un peu intime avec son opposé. Oui, on n'a peut-être pas insisté dessus au début, mais ce qui est intéressant dans les règles de ce jeu, c'est que chaque héros doit tuer le héros du même rôle de la faction adverse. Et donc Lyr et Safriel qui s'aiment vont devoir s'entretuer. Et c'est les seuls pour qui cette relation elle est un peu creusée. Sinon tous les autres sont dans une rivalité un peu bête avec leur adversaire. C'est ça. On a Irian, dont on va revenir pour parler d'Irian, assassin, Dark Sasuke, Edgelord. Oui, Edgelord, ouais. Voilà. Patrick Bateman. Patrick Bateman sur 20. Enfin, j'aurais presque préféré que ce soit un Patrick Bateman. Ensuite, on a Adjuin que j'avais adoré à l'époque. Psychopathe. Ouais, tueur en série moderne. Tueur en série avec le pouvoir de l'empathie. Oui. Bah c'est lui en fait, Patrick Bateman. Je suis con, c'est lui. Non, parce qu'il a vraiment, en Adjuin, il y a ce côté empathie cognitive de je comprends toutes les émotions des autres très bien, mais au lieu de m'identifier à eux, j'utilise ça pour la manipuler. Et il y a en plus ce côté artiste fou de je massacre des gens, je cloue leurs tripes au mur, et regardez, c'est une œuvre d'art, l'harmonie du rouge et du noir, les mouches qui rajoutent ce côté artiste tueur en série fou. J'avais adoré à l'époque et j'aime toujours beaucoup. Ouais, c'est un archétype qui est relativement récurrent, j'ai l'impression. Mais en fantasy, c'est rare. En fantasy, ouais. En même temps, utiliser la figure du tueur en série dans un univers pseudo-médiéval, c'est un peu bizarre. Ça peut sonner assez vite uchronique. Mais ouais, il y a le côté Jack l'Éventreur, mais du coup, je trouvais vraiment que c'était beaucoup kiffé là-dedans. Très très cool comme concept. C'est frais quoi dans la fantasy de voir des personnages comme ça qui auraient limite plus leur place dans un roman policier. C'est peut-être aussi celui qui est le plus en phase avec son don et où le don a plus de sens par rapport à sa personnalité. oui, c'est vrai. Comparé aux autres où c'est un peu bah ils ont ça en bonus. Il nous en manque deux. Il manque Orgoth, qui est le prophète du père. Intéressant aussi, où cette idée qu'il a pas la maîtrise de son don, et donc il se fait posséder par des esprits en permanence et qu'il doit négocier avec eux pour garder un peu sa place dans son corps. Ouais. Très bonne idée de personnage, peut-être pas assez exploité. Non, mais j'aime bien les quelques chapitres qu'on a de son point de vue. Et la dernière, c'est vraiment Osef, honnêtement, c'est... Comment elle s'appelle? Tiny. Tiny, c'est ça. Tiny, c'est une dame grise, c'est une sorcière méchante. Ouais, qui... son arc de personnage, c'est de se faire humilier et de quand même essayer de s'en sortir. Voilà. L'idée, c'est que
elle a le pouvoir des dames grises, sauf que du coup, comparé à Maeve, ça la limite, parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de la drogue, l'hélium, qui permet aux dames grises d'avoir leur pouvoir. Sauf que le don n'utilise pas du tout de l'hélium, il utilise un tout autre procédé. Donc contrairement à Maeve, elle a un blocage vis-à-vis de son don. Et vraiment, à part se faire complètement humilier en boucle. Si on voulait la défendre, justement, ce serait de dire qu'elle est tout le temps dans un complexe d'infériorité c'est par ça. rapport à Maeve qui la domine, et elle Mm. doit... Bon, elle doit quand même réussir à la vaincre un jour ou l'autre, parce que c'est les règles du jeu. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus nuancée. En fait, c'est trop une ordure d'âme grise pour que ça soit vraiment intéressant, ce côté complexe d'infériorité, jalousie. On en arrive à... Moi, un des principaux reproches que j'aurais à faire, c'est que la galerie des personnages, elle est hyper inégale, et que les héros du père sont beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux écrits que les héros de l'autre. Oui, c'est en grande partie parce qu'on a leur point de vue. C'est aussi parce que les antagonistes tombent un peu trop facilement dans le cliché de la dark fantasy du méchant complètement psychopathe et horrible qui du coup manque de profondeur. Et justement, les deux qui viennent casser ça, c'est Orgoth, mais qui va disparaître assez vite, et Safriel. Safriel, Safriel, qui a très peu de chapitres qui lui sont destinés. mais dans son rapport à lire, dans leur confrontation, c'est aussi la seule idéaliste du camp de l'autre. Oui. Orgoth est là parce qu'il veut se débarrasser de son don, parce que c'est une malédiction pour lui. Oui. Aduin, Irian et Taenys profitent juste du pouvoir et Oui. de la capacité de faire souffrir les gens parce que c'est des psychopathes. Mais Safriel croit vraiment à cette idée de progrès, de civilisation. Oui, c'est assez cool. Parce que justement, on disait que au début que l'autre et le père sont pas censés être juste le bien et le mal. Malheureusement, à la lecture, l'autre, c'est quand même vraiment le mal, quoi. Oui, parce que il a choisi que des enculés. Ouais, ce qui est un peu dommage. Et même dans sa manière de traiter avec ses héros, t'as échoué, va te faire torturer. Ce qui est un peu dommage. Ouais, ça aurait pu être plus nuancé, ça aurait pu être plus intéressant. Parce qu'au final, cette promesse initiale, elle est pas tellement tenue. Après, la promesse initiale, justement, c'est un peu bien contre mal, qui est ensuite nuancée après par des explications. Mais c'est vrai que, après, si on avait voulu un truc beaucoup plus nuance de gris, il aurait fallu avoir en fait les points de vue des joueurs de l'autre. Il y en a qui prennent pas mal de place dans le livre, notamment Irian. Est-ce qu'on parle maintenant d'Irian ? Ouais, est-ce que tu veux évoquer des personnages secondaires ou en particulier, ou on dit juste qu'il y en a plein? Belluni, Théaphée, peut-être. Juste, on a en arrière-plan Gandalf et Galadriel, j'ai envie de dire. Des immortels qui sont vus comme des légendes et qui vont évidemment réapparaître dans le livre, qui sont assez secondaires mais qui vont être très importants pour le roman d'après. Et ça me permet de glisser une remarque. Je trouve que l'exploitation de l'univers des Six Royaumes dans ce roman, elle est assez habile, parce qu'il y a beaucoup de mythologie, beaucoup de petits éléments qui sont glissés ça et là, et qui sont rarement prépondérants. En fait, on comprend que l'univers des Six Royaumes d'Adrien Thomas, il est plus grand que tout simplement ce qui va être mis en scène dans cette histoire-là, mais on en réutilise quand même pas mal. Je trouve là-dessus, on est sur un bon équilibre. À la fin du roman, on sent que l'univers continue sans nous, mais il y en a quand même assez qui nous est donné au travers du livre. L'univers est assez réussi, même s'il y a un peu ce côté 5 héros, 5 peuples, et donc on a 5 peuples qui sont trop différenciés, je trouve, pour être... C'est un peu des archétypes de peuples. Le livre repose beaucoup sur des archétypes. Ouais. Les héros sont très archétypaux, en tout cas au début. Ouais. Les peuples aussi. Il y a un manque un peu de nuance dans les différents peuples. On va pas tous les expliquer. Bon, après c'est intéressant du coup parce que ça donne il y a vraiment un côté grandiose que ça donne. C'est l'idée d'avoir des grands royaumes au complet qui rentrent en guerre et avec chacun leur culture qui les définit. Le problème dans tous les peuples là, les Séides. Les Séides. Ouais, qui font de la peine. Le peuple de Seva, la grande putain, qui sont, en termes de
d'inspiration de culture, c'est quoi? C'est Moyen-Orient Moi, j'aurais dit les Perses, mais genre les Ah Perses, oui, ouais, ouais, plus ça, ouais. Perses inspiration 300, quoi. Ouais, Perse, ouais, vraiment, ce côté-là. Et vraiment, c'est un peuple de fanatiques pour une déesse psychopathe et cruelle, et du coup, c'est tous des méchants. Bon, là, pour le coup, c'est du pinaillage, mais je trouve que le monde des six royaumes, géographiquement, il justifie pas qu'il y ait des peuples aussi différents. Oui, ça aide du coup pour l'intrigue d'avoir ces peuples très différenciés, mais c'est vrai qu'ils sont à côté et ils sont très très comment dire spécialisés dans leur truc à eux, alors que les cultures dans le réel sont beaucoup plus similaires. Il y a beaucoup plus de continuité entre deux peuples frontaliers. Exactement. Alors que là, c'est vraiment t'as une frontière et d'un coup, en passant de la frontière, la culture est complètement différente. C'est un peu facile. Ouais. Est-ce qu'on parle d'Irian? Ouais, allez, pour enfoncer le clou là sur les héros de l'autre qui sont un peu ratés, ça me fait rire, j'ai marqué Irian absolument détestable. C'est vraiment une ordure, mais... Alors ce qui est dommage, c'est que c'est lui le meneur des héros de l'autre, au lieu de Seva, d'ailleurs. Seva va avoir un rôle finalement assez secondaire. Et c'est Irian qui va vraiment mener la guerre pour l'autre. Et ouais, c'est vraiment un sale type, quoi. C'est l'antagoniste principal, et je suis... En fait, le gros problème d'Irian, c'est que c'est la pire des ordures, parce que tu sens mort, quand son l'honneur, un assassin qui tape dans le dos, qui est tellement désagréable avec tout le monde, qui se fout de la gueule et insulte toutes les personnes qui croisent, même ses alliés. Oui. Et en plus, violence sexuelle à fond. Ouais. Un gros pervers qui séduit, entre guillemets, les femmes qui croisent ou les viole. Il y a une chose auquel il tient vraiment, c'est son culte d'assassin. Son espèce de temple d'assassin. Cloître écarlate, c'est des masques, société d'assassins holistiques. Et c'est son seul ancrage émotionnel où on pourrait éprouver de la sympathie pour lui. S'il n'avait pas été autant un enculé. Et le pire... En fait, mon problème avec ce personnage, c'est que ordure complète, salopard fini, mais c'est au point où c'en est un peu ridicule, sans appuyer le ridicule. On parlait de Patrick Bateman, justement Patrick Bateman c'est une satire. Oui. Il est ridicule, tout le monde se fout de la gueule dans son dos, personne ne le respecte, on rit de lui. Oui, et puis Patrick Bateman, alors dans le livre par exemple il est révoltant, genre c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait. Alors que Irian, quand tu lis ses exactions, c'est de l'aura farming en fait, c'est genre c'est trop cool. Alors, peut-être le viol, mais... Non, peut-être pas, mais en fait, quand il exécute plein de gens... C'est le problème, c'est qu'il mixe des trucs absolument horribles et dégoûtants, et qui nous font le détester, et en même temps, dès que ça part en combat, stratégie, il est trop compétent, il passe son temps à flex sur tout le monde, parce que c'est le plus doué, et qu'il massacre des gens, et qu'il est trop fort, et ça fait une dissonance bizarre. Oui, il y a un problème de ton avec Irian, je trouve. J'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus, mais ou trop méchant, ou pas assez. C'est ça. Pour moi, soit fallait appuyer le fait que ce soit une ordure complète, mais du coup, rire de lui, et être plus méchant, entre guillemets, avec lui dans l'intrigue, et faire en sorte que les autres personnages le détestent complètement, et qu'il soit renié par tout le monde, et que les femmes rient à son nez, parce que c'est un putain de violeur, je sais pas, faire quelque chose pour le ridiculiser, soit en faire quelqu'un d'un peu moins méchant, d'un peu moins exécrable, pour qu'on puisse en faire un personnage complexe. Et en plus, non seulement il est hyper compétent, mais c'est le personnage qui a le plus de plot armor. On parlait de Maeve, mais je pense qu'il y en a encore plus. Encore plus. Terrible. C'est même la seule incohérence vraiment majeure que j'ai relevée du livre, c'est il y a un passage où il se rend chez les nains, de son point de vue, il rencontre une sentinelle naine, et noir sur blanc, c'est écrit qu'il aurait du mal à la battre dans un combat loyal. Oui, c'est vraiment dit, il me décolle la tête s'il met un point, le troll, j'aurai un problème contre lui. 2 pages plus loin, cette sentinelle, comprenant qu'elle veut assassiner le roi des nains, lui dit « Bah je ne peux pas t'empêcher d'assassiner mon roi, je vais donc te mener jusqu'à lui. » Deuxième problème,
Dans ce même chapitre, on nous fait état du sens de l'honneur énorme des nains qui les empêche de renier un serment. Donc là, on a une énorme incohérence, c'est que Irian n'est pas censé pouvoir gagner facilement contre toute la garde des nains. Les gardes des nains sont pas censés le laisser entrer puisque ils sont trop loyaux à leur roi. Et en fait, juste facilité scénaristique et pour montrer la surpuissance d'Irian, bon il le laisse passer, il tue tout le monde, il se défend pas. Ouais, non, il tue que le roi. Il tue que le roi et tous les gardes se suicident après. Enfin, c'est ridicule. En fait, Honnêtement, c'est le moment où j'ai levé les yeux dans le livre, c'est ridicule. Et ça, les nains partaient d'un concept cool, l'idée d'un peuple extrêmement honorable, extrêmement rigide sur ses conventions sociales. Et en fait, c'est un peu ridiculisé où ça mixe l'espèce de courtoisie excessive. Ah oui, non, mais mon sens de l'honneur fait que je dois te mener en tant que messager jusqu'à mon roi. Et en même temps, je dois le défendre, sinon je me suicide. Ah, tu l'as tué, on n'a rien à faire, je m'égorge sur le parvis. Ouais, les nains sont complètement cons et Ryan est. Enfin, c'est idiot. Enfin, s'il faut vraiment que cette scène existe, pas la peine de nous dire que les nains sont forts en fait. Enfin, ça ridiculise complètement le truc. Oui, ou il aurait, du coup, il a le sens de la bête, il connaît les montagnes, il aurait pu trouver son sentinelle. Oui, en plus c'est un assassin quoi, qu'il l'assassine vraiment. Mais là c'est. Il aurait pu être furtif, je sais pas quelque chose, mais là c'était vraiment facilité extrême, qui non seulement plot armor Torian, mais en plus du coup ça ridiculise le peuple. Ouais, c'est une vraie incohérence dans le texte. C'est la seule fois où j'ai relevé ça et c'est vraiment flagrant. Par contre, ça m'amène à quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les takes, le vent de fraîcheur au niveau des clichés de la fantasy. On a parlé des nains. Bon, les nains, c'est pas le plus marquant. Juste un peuple très honorable, c'est sympa, pas plus que ça. Mais on a aussi les elfes. Donc les elfes, on les déteste souvent. Enfin, on se souvent de leur gueule des elfes de Tolkien parce que c'est le peuple super parfait avec les longs cheveux qui est très élégant, qui est trop bon, trop parfait. Et là, les elfes, c'est les anciens maîtres des humains, où ils avaient les humains en esclavage. Ils se sont fait massacrer pendant la guerre, ils sont réfugiés dans la grande forêt. Et comme c'est un peuple de nobles aristocrates en perdition avec un nombre très réduit, et qui tiennent beaucoup trop à la pureté de leur sang, ils se sont reproduits entre eux. Oui. Consanguinité, ça devient un peuple de consanguins bourrés de tares génétiques. Oui. Je trouve ça... Merci. En tant que hater des elfes classiques, ça me régale. C'est un traitement que je trouve très intéressant. Il y a aussi les dragons. Et là, c'est... Les dragons sont des braqueurs. Les dragons ne crachent pas de feu. Les dragons ne volent pas. Les dragons sont des gros lézards qui broutent dans les marais. Non, c'est vraiment des brachiosaures, hein, t'as raison. Et vraiment, et il y a cette idée que je trouve phénoménale. En fait, ils sont tellement... En fait, ils ne devraient plus exister, ils sont fait héberger par le père. Le climat n'est plus adapté à eux. C'est plus des jungles luxuriantes avec des plants sucrés, c'est ils vivent dans des marais putrides avec des herbes. Et en fait, ils doivent... Les plantes sont tellement peu nourrissantes comparées à leur taille, ils doivent bouffer tellement de calories qu'ils passent leur journée à manger, toute leur journée, juste pour survivre à peine. Et en fait, l'énergie qu'ils utilisent pour consommer la nourriture ne sert qu'à consommer la nourriture pour continuer à la consommer. Oui, alors que au départ, c'est censé être un peuple de philosophes et de grands penseurs, et en fait, ils sont complètement abrutis juste par l'idée de survivre. Oui, parce que ils n'ont pas le choix, et que du coup, c'est vraiment le peuple maudit par l'évolution d'une espèce qui est plus adaptée à l'environnement, et qui est du coup, en plus, qui est une espèce consciente. Les dragons parlent, les dragons ont des... Ils chantent aussi. Pouvoirs télépathiques, ils chantent. Et ça rejoint un peu, je me fais la réflexion maintenant, mais la symbolique du livre d'une nature qui est en train de mourir et d'un âge sauvage qui s'éteint par rapport à des civilisations humaines qui, elles, sont florissantes et s'apprêtent à entrer dans une certaine ère industrielle. Il y a cette idée d'un ancien monde qui recule alors que les humains prennent complètement le contrôle du monde par leur invention. Aussi les rebondissements. Je voulais un peu aborder ça en parlant de Belunit et Afae qui sont les deux immortels. Il y a beaucoup de rebondissements qui sont très bien amenés dans la... Oui, je vois. Afae notamment. Oui. Afae ou son spoil. Oui, on a même déjà commencé, j'aurais mis une alerte spoiler avant. Mais oui. Corius.
chaque aussi héros du coup toute la partie du bouquin, c'est les héros qui essaient de rencontrer leur peuple et de Oui, les gagner à leur cause. Et Corius croise une prostituée trop belle et trop intelligente pour être là. Et petit bout par petit bout, on nous indique qu'elle est plus qu'elle en a l'air. Et effectivement, c'est Afae en déguisement qui est vital ensuite. On a passé beaucoup au niveau de l'histoire parce qu'on a... est-ce que tu veux revenir un peu sur des événements en Ouais, particulier? On va pas pouvoir détailler tout le livre parce qu'il c'est ça. il est assez gros, mais si tu veux parler de quelque Juste chose. revenir peut-être sur le recrutement des héros, où il y a pas mal de personnages qui se rebellent un peu quand ce qui s'est passé. Oui, c'est un livre qui est articulé en 3 parties. La première partie, c'est un peu la mise en place des héros. Ils vont tous être recrutés, arriver, et leur peuple aussi, vous voyez. La deuxième partie, c'est plus là où ils vont se questionner sur leur rôle de héros, de mémoire. Oui, basiquement ils se font manipuler par Liltin pour arriver à la Grande Forêt. Oui. Ils mettent plus ou moins de temps chacun à accepter que ce ne sont que des pions pour leur camp. Et notamment Corius, que t'aimes bien, c'est lui. Qui a son moment exceptionnel où il se rend compte que c'est le seul dominant parce que le père a fait en sorte qu'il puisse naître. Oui, parce que par défaut, les humains et les nains sont pas compatibles. Ils peuvent pas faire d'enfants, en fait. Et il y a aussi le fait que Liltin prend possession de personnes proches des héros pendant leur enfance, pendant leur adolescence, pour les influencer. Et dans le cas de Corius, elle prenait possession de sa mère pour lui parler du système Oreo. Et donc Corius comprend qu'une partie des valeurs qui cimentent sa vie sont en fait un mensonge pour l'amener à cette guerre-là. Donc il y a ce moment de révolte qui va pas déboucher sur grand-chose. Moi, c'est le reproche que je ferais quand même à beaucoup de ces rebondissements, c'est qu'ils interviennent et à la fin du chapitre, c'est fini. Donc il y a pas mal de bonnes idées qui restent jamais sur le temps long. Et dans le cas de Corius, il y a tout un chapitre où il est complètement révolté par le fait que sa vie soit complètement factice. Puis en une conversation avec Liltin, Il accepte et rapidement, au bout de 15 ou 20 pages, il va revenir à son service. Moineau, son problème c'est il veut se venger absolument de son opposant. Oui. Et c'est lui qui va rentrer en perpétuel conflit avec les règles. En fait, sa famille, au tout début du livre, il est dans son petit clan de voleurs. Son clan de voleurs se fait massacrer par du coup Orgoth. Aduin a eu l'idée, Irian a fait l'exécution avec un costume pour faire croire que c'était Orgoth qui a massacré la famille de Moineau, parce que Orgoth ne tue que pour se nourrir. Et donc Moineau revient avec son clan de voleurs après que son ami se soit fait massacrer dans les égouts. Donc il revient dans les égouts sur le territoire d'Orgoth pour l'attaquer. Orgoth se défend. Et c'est en fait la haine de Moineau pour son rival est complètement orchestrée par Aduin parce qu'il voulait en fait l'exposer à Orgoth pour qu'il crève au tout début. Ça échoue parce que Moineau va tuer Orgoth et ensuite parvenir à s'enfuir avant que Irian le tue. Et donc Irian a juste donné une de ses pièces. C'est l'un des moments que j'aime bien où Irian n'est pas juste en train de tout gagner parce qu'il est trop fort et trop compétent, et où juste il se foire lamentablement parce qu'il n'avait pas prévu qu'un gamin enragé qui veut absolument se venger ne respecte pas le plan. Et c'est un moment que j'aurais bien aimé qu'on se foute un peu plus de la gueule d'Irian, d'avoir pensé que en expliquant un plan très clair à un gamin qui veut juste massacrer quelqu'un, que ça puisse se passer correctement. Oui. Et du coup, Moineau, sa volonté de trahir le père est exposée et il va déserter entre guillemets le service du père. Et donc ça l'éjecte aussi de la guerre. Et là, on en arrive au fait que fin de la deuxième partie, Moineau est évacué et il reviendra qu'à la toute fin pour un petit épilogue. Oui. Sa fin est assez... ça devient extrêmement important et c'est remis... En fait, avec la lumière du deuxième livre, c'est excellent. En fait, je pense qu'il n'avait pas eu toutes ces idées pour la suite au moment d'écrire ce livre-là. Et donc, la malédiction de Moineau à la fin du livre a moins d'impact. Ça n'a même aucun sens en fait. Il s'est transformé en vampire pour avoir trahi les règles de l'autre. Ça va être le cas de... Alors, Moineau, c'est le seul héros à qui ça arrive, ce traitement-là. Mais pour beaucoup de personnages secondaires aussi, il va y avoir cet effet-là de... Ils vont avoir un petit arc, et ensuite, pouf, ils disparaissent. Je trouve qu'il y a un peu ça avec le peuple de Maëv, par exemple. Qui est absent. Basiquement, ils arrivent à rejoindre la Grande Forêt, ils chopent la peste, ils sont pas là pendant 200 pages, puis ils reviennent pour une bataille. C'est un peu ça. C'est un peu tout le problème de rythme du livre.
Ouais, on va pas rentrer dans tous les détails de l'intrigue, mais au début, il y a beaucoup cette idée des héros de l'autre qui essaient de tuer les héros du père. Corius, son partenaire marchand, se fait assassiner par Aduan, et Aduan qui essaye de faire en sorte qu'il se fasse arrêter pour le meurtre. Ça échoue. Naorl s'est fait capturer ses ordres d'Irian, et Irian le libère pour essayer de faire en sorte qu'il se fasse tuer. Naorl arrive à s'échapper. Maëv et Lyr par contre arrivent tranquilles. Mais ensuite, du coup, on a tout cet arc où les héros vont voir leur peuple pour essayer de se prouver à eux et de les diriger pour la guerre. Ça prend beaucoup de temps. Toute la deuxième partie, globalement. Corius a un peuple de bandits, donc avec cette Dalna qui se révèle être Raphaël. La société des bandits, hein, c'est intéressant, je trouve. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certains peuples, et notamment les meneurs de ces peuples-là, qui vont avoir plus d'importance que les héros eux-mêmes pendant une grande partie du livre. Le peuple de Lyr aussi, les paladins des Vandia, qui sont aussi beaucoup d'impact. On n'a pas parlé d'Aevar aussi, le fait qu'on ait une machine presque steampunk en termes de technologie, un ange de fer animé. Qui est le fondateur d'un des 5 royaumes en plus. Oui, qui est le fondateur de l'ordre des paladins du royaume des Vandia. Naorl, énorme Tchad qui fait un duel avec tous les meneurs des tribus changeurs pour les unifier. Le problème, c'est que ça se passe beaucoup en arrière-plan. Ça se passe beaucoup off-screen. On a son premier combat. Ensuite, quand on le revoit, il vient d'achever de fédérer toutes les tribus de changeurs. Ouais. Maëv n'a basiquement aucun rapport avec son peuple. Pareil, le lien se fait en arrière-plan. C'est ça. Parce que leur peuple, du coup, se font choper la peste. Qui est une sorte de peste magique, orchestrée par... Quand je crois que c'est encore Irian. Et parce que c'est contraire aux règles, et le père doit même intercéder pour soigner le peuple. Ça se révèle être une infraction aux règles, et donc le père et l'autre discutent, et l'autre envoie Safriel et Orgoth guérir le peuple de Maëv, et c'est donc quand Orgoth rentre que Moineau lui plante une dague dans le dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre Si tu veux parler de quelqu'un en particulier, c'est le moment. Lord Wayne me faisait rire. Lord Wayne, le seigneur... Du Sélénir qui est en permanence enfoui sous la paperasse bureaucratique. J'ai compris qu'à la fin pourquoi il était dans le livre, parce qu'en fait il a un lien familial avec Irian. Oui. Mais avant ça n'a aucun sens. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup... J'ai bien aimé des chapitres où il y a des peuples de la Grande Forêt complètement mystiques qui se ramènent pour se battre avec lui. Et il les regarde épuisés, complètement crevés, il fait « Je prends tous les alliés que je peux prendre. » Et il revient à sa tente. On a aussi Tildor, l'historien. Oui, qui représente tout un pan de la mythologie de l'univers des 6 royaumes, c'est des historiens. Les historiens qui sont un peuple mystique qui écrivent l'histoire vraie, qui sont simplement des témoins des grands événements qui se passent. Complètement neutres, ils n'interviennent jamais. Ils sont visibles tous. Et c'est rigolo, c'est que plusieurs fois, il y a des personnages qui font la remarque « Ah tiens, il y a un historien, il va se passer quelque chose. » Ouais, c'est assez bien intégré. Après, je pense que la critique majeure qu'on peut faire au livre, du coup, ça s'est deviné, je pense qu'on en parlait, il y a un problème de rythme. Ouais, tout ce livre, il repose sur la promesse d'une grande guerre. Et cette guerre, c'est la partie 3 du livre. Et donc elle arrive autour de la page 450 sur, je sais plus, entre 600 et 700 pages le livre, quelque chose comme ça. Et donc en fait, cette grande guerre, c'est le dernier tiers du livre. Donc ce livre a beaucoup plus de mise en place, de construction, que réellement de bagarre. Ça va très vite dans l'intrigue, au tout début. Ensuite, on a une longue période où les pièces sont placées sur le terrain, qui prend tout le milieu du livre, avec les acteurs qui sont mis en place et qui commencent à se positionner pour la guerre, etc. Toute la partie diplomatie avec Aduin est assez intéressante. Oui, ça essaie un peu de construire des rivalités aussi entre les différents héros, même si moi je trouve que ça prend pas. Entre les différents peuples aussi. Et par contre, le rythme s'accélère un peu trop sur la partie bataille qui... En fait, on a la guerre est juste une succession de batailles et de duels de héros à la suite qui vont un peu trop vite. Bah, la narration du livre, dans sa structure, c'est très elliptique. On a d'un chapitre à l'autre, il y a tout le temps des ellipses, des choses qui vont se passer en arrière-plan. C'est pas forcément gênant dans la partie construction du récit. Par contre, quand il s'agit de faire la guerre, c'est bizarre, parce qu'on a vraiment qu'une succession de batailles, qui fait en général que les récits de guerre, ils fonctionnent. C'est qu'il y a du lien entre les batailles, et qu'il y a des respirations
entre les conflits, on voit la fatigue qui s'installe, l'attrition. Et là, c'est pas le cas. Il y a qu'une succession de batailles avec des peuples et des héros qui ont été installés auparavant. On les voit se vaincre les uns les autres. C'est aussi pour ça que, malgré le contenu très... Enfin, il y a un contenu mature, entre guillemets, c'est assez violent, c'est un peu noir. Mais le côté mature, dans le sens maturité de lecteur, maturité de réalisme, on perd beaucoup de ça, où on a le cliché de la guerre qui est une succession de batailles héroïques. Oui. Alors qu'en vrai, et j'aime beaucoup ce traitement de la guerre dans par exemple le roman d'Abercrombie, en vrai la guerre c'est 90% de soldats qui se font chier à jouer aux échecs dans leur coin, sous la pluie, alors qu'il fait froid dans la boue, parce qu'il se passe rien, et puis ensuite ils se battent pour des points de terrain qui ont une importance parce que leurs officiers ont décidé ainsi. Et on n'a pas ce côté réaliste cruel de la guerre, à la place c'est de la fantaisie héroïque, des grandes batailles. Oui, c'est très étonnant quand t'as passé autant de pages à créer du lien entre tes personnages, à essayer de leur donner à chacun un petit arc de caractère. D'un coup, quand la guerre commence, c'est fini pour 80% des personnages, ils vont rester figés et juste se battre. Oui, ils ont terminé leur... ils sont tous fidèles au père, c'est tous des héros, ils vont tous se battre jusqu'à la fin. Maintenant, on a, pour boucler un peu sur la fin du livre, il y a pas mal de rebondissements, je trouve, qui sont assez bien amenés. On a Afae, donc Corius qui tient une forteresse, qui tient un siège contre les Séides, parce que les Séides, évidemment, étant les grands méchants qu'ils sont, trahissent leurs alliés pour essayer de conquérir le monde. Oui, c'est ce qui va permettre d'ailleurs au père de gagner. Et oui, parce qu'ils ont dit non, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout le ravitaillement, on va conquérir le 6ème royaume ensemble, la grande forêt. Puis vers la fin du livre, en fait, ils décident d'attaquer leurs alliés, essayer de conquérir le monde sous l'influence de Seva. Mais Corius va retenir, dans une forteresse mythique du Sélénière, il va retenir les assaillants dans une... Enfin, j'ai bien aimé le chapitre. Il va avoir sa confrontation avec Aduin, et en fait, Seva et ses prêtres ses prêtres de sang qui sont un peu des immortels aussi, des morts vivants, quasiment invincibles, et elle va du coup aller dans cette forteresse qu'elle déteste, elle-même, pour apprécier sa chute, sauf que Afae a préparé un piège pour elle, et donc Seva crame avec ses prêtres. Oui, et bon, elle parvient à s'échapper parce que c'est une déesse, mais son influence est réduite considérablement. Exactement. On a, comme autre rebondissement, Eurybis qui trahit les Séides aussi. Oui, qui est le plus faible des 5 rois humains, et qui en fait... qui est une sorte de roi valet du roi de Sei. C'est pas très bien amené parce que tout le livre, on n'a aucun indice comme quoi c'est autre chose qu'un simplet. Et puis on a le chapitre de son point de vue qui est légendaire, où il a empoisonné l'empereur Séide. Il se fout monumentalement de sa gueule. Il révèle qu'il a fait des alliances avec tous les ennemis des Séides. Oui. Et que en fait il a fait tomber l'empire à lui tout seul. Mais ouais, moi je trouve que ça marche pas hyper bien parce qu'on sait qu'il y a un informateur important, on sait qu'il y a un traître important, pas forcément un roi. Et lui ça tombe un peu comme ça, puisque c'est un personnage qui n'existait pas avant dans le récit. Le problème c'est que c'est un très bon twist qui est pas assez développé, bien amené. Mais encore une fois, pour moi, tout se ramène au problème de rythme. C'est une des rares fois en fait où quand j'ai fini un livre, je me dis mais il manque entre 150 et 200 pages. Et c'est rare d'avoir 100 pages. Ouais. Souvent on trouve que les livres sont trop longs, ou quand on les a vraiment aimés, on en voudrait plus, mais c'est pas nécessaire. Et là, ce serait nécessaire qu'il y ait plus de texte. C'est déjà un bon pavé, quoi. Il est énorme, je pense que c'est pas possible de le vendre s'il y a plus de pages, mais... C'est 800 pages, 700 ? Autour de 700 pages. Ouais, et vraiment, il se passe tellement de choses que le côté elliptique du livre, on perd un peu dans la... Je trouve que ça nuit quand même pas mal, surtout dans son dernier tiers. Après, malgré ça, je trouve que ça arrive à donner des arcs satisfaisants pour tout le monde. Oui, la fin est quand même pas mal. Moi, j'avais quand même un petit peu le cœur qui battait à la fin, quand il s'agit d'écraser les Séides, mais... On a... Et puis les confrontations des héros. Bon, Nahor, là, une fin un peu triste. Il se fait planter dans le dos par Eriann. Ouais, mais il arrive à le blesser, et puis il se fait planter dans le dos, parce que Eriann est craqué, et puis... Ouais, Taini qui se fait jeter des remparts, on croit qu'elle est morte, elle revient, puis elle se fait incinérer vivante. C'est un échec total. Oui, alors qu'elle avait l'option de gagner en tuant... parce qu'elle l'a fait prisonnière, mais bon... Dans son arrogance, voilà. Voilà, classique méchant qui fait le héros prisonnier. Classique méchante J'aime bien aussi son côté incompétente, où tout le monde
l'insulte parce elle a pas pensé à rien. Enfin, elle a. C'est le maillon faible de la Voilà, bande. c'est le maillon faible de l'autre. Et j'aurais bien aimé qu'Irian ait aussi ce traitement de. Bah, on le ridiculise, quoi, parce que c'est une ordure. Qu'on puisse apprécier le détester comme on apprécie détester un Geoffrey, quoi. Si, quand même. Alors, toutes les armées humaines vont être repoussées. Il y a quand même une tentative de l'autre de gagner au dernier moment sur une bercée en tuant le père, en envoyant Irian et Safriel détruire l'arbre du père, alors que l'autre perd la guerre. Mais c'est pas grave, parce que il s'en fiche de la guerre, lui ce qu'il veut c'est gagner le jeu. C'est ça. Et donc on a une confrontation mythique, Safriel Lyr, la meilleure des confrontations de héros pour moi. Oui, parce que je trouve que toutes les rivalités des héros sont un peu dysfonctionnelles, elles sont un peu... Ils se battent parce qu'ils doivent se battre, mais ça marche pas très bien. Sauf Lyr et Safriel, parce qu'ils se connaissent avant, et donc il y a tout un lore tacite qui fait que la relation marche instantanément. Oui, et on a aussi cette idée que souvent les combats entre les héros, bah ça, ils gagnent en se battant parce qu'il y en a un qui s'est mieux battu que l'autre ou qui a mieux utilisé son don que l'autre. Alors que Lyr et Safriel, Lyr arrive à gagner parce que c'est un barde, parce qu'il a le don, parce qu'il joue avec avec Liltin une trahison dans ses pensées, comme quoi il a une révélation qui lui brise le cœur et il se retourne contre Liltin dans sa tête. En jouant l'acteur Safriel qu'il croit, et puis il plante Safriel dans l'eau en lui disant que c'était son dernier et son meilleur spectacle pour elle seulement. Et c'est excellent. Parce qu'il peut pas gagner à la loyale contre Safriel. Et c'est un peu la seule utilisation créative des pouvoirs dans le livre. C'est vraiment là... Ouais, c'est excellent. Et c'est pas mal, ouais. C'est un des meilleurs passages du livre. Probablement le meilleur passage de tout cet arc final là, des 200 dernières pages. C'est probablement le meilleur chapitre. Problème, Monsieur Edgelord était là. Ouais, donc il égorge Lyr dans le dos après. Il égorge Lyr, il tabasse Maëv qui passait par là. Ouais, il va pour planter le père et bah, gagner le jeu. Mais un historien très neutre a eu un arc particulier. Oui. Tildor, on a des petites miettes tout au long du livre sur une relation très bizarre avec Liltin où il s'efforce d'être neutre. Mais c'est un des historiens qui se montre en permanence. Certains historiens préfèrent rester invisibles. Lui, il se montre en permanence aux autres. Et les gens savent qu'il est là. Et Liltin, parce qu'elle est très ancienne, ils sont un peu sur le même plan d'existence, un peu mythologique tous les deux. Et ils ont une relation assez particulière, assez malicieuse. Liltin qui lui fait des petits clins d'œil quand elle arrive à faire quelque chose de malin. Tildor qui veut pas s'empêcher de sourire en se disant qu'elle est quand même sacrément douée. Et on a cette relation qui est creusée tout au long du bouquin. Et donc quand Tildor assiste à Irian qui va assassiner le père et donc tuer Liltin, Tildor jette son orbe et son stylet qui lui permet de noter l'histoire, casse le poignet d'Irian et l'étrangle. Oui, il le tue et maintenant que j'y pense, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que ça enfreint pas les règles du jeu? Je pense que les historiens n'étaient jamais censés intervenir. Ah oui, du coup ça fait un précédent. Ça n'a pas été pris en compte dans les règles. Et c'est pas le seul rebondissement qui vient nulle part, parce qu'il y a une scène assez belle avant, où Liltin est en larmes après, je crois, la trahison de Moineau et la nouvelle de la mort de Naorl, ouais. Liltin est en larmes, et Tildor, au lieu de noter tranquillement, on a ses pensées où il dit que il se rend compte qu'il éprouve des émotions pour Liltin, il doit absolument retourner à la cité d'historien pour abandonner son poste parce qu'il est plus fiable, il est plus neutre. Et alors qu'il se fait discours dans sa tête, ils ont compris à la fin qu'il est en train de prendre dans ses bras Liltin, qu'elle est en train de pleurer dans son épaule et qu'il a le nez dans ses cheveux. Et vraiment, Tildor, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, moi je lui pardonne le fait qu'il casse un peu les règles du jeu, parce que déjà, il tue le personnage haïssable du livre. Et bien, c'était nécessaire. Et son retournement de veste est plutôt bien amené, contrairement à d'autres... Il y a des rebondissements que j'ai pu accuser d'être un peu faciles. Celui-là, je trouve que ça va. Ouais, on a Bellonite aussi qui faisait le messager à Lorwyn. Oui. Bon, ça va. Et la trahison de Moineau, les ellipses heurtent. Enfin, ça aurait pu être beaucoup mieux. Oui, bah c'est un des personnages qui perd beaucoup au fait que on ait de la narration que lors des scènes d'action. C'est que bah, lui, il disparaît et on le revoit à la fin pour qu'il se fasse maudire. En fait, il y a une scène où les esprits se comportent de façon trop lâche pour lui. Une scène après où il accède aux esprits de l'autre et il a des révélations sur
tout un tas de choses sur comment la magie marche, etc. Cette idée de recherche de la connaissance qu'il mène sur le mauvais chemin. Il a ce pacte avec Ariane après s'être barré dans la forêt en pétant un câble parce que il en a marre de toutes ces règles du père. Il tue Urgot, il se balade dans la forêt pendant je sais pas combien de temps, et Lytine revient à la fin pour apporter son châtiment qui est de se faire transformer en vampire. Et ça aurait pu être bien, mais les ellipses font qu'on n'arrive pas à s'identifier, je trouve, à lui, et à vraiment bien voir le développement de cette haine, de cette vengeance, de ce sens d'injustice. On n'arrive pas à s'identifier parce qu'il n'y a pas assez de temps de caméra. Ouais, bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il manque des pages dans le livre, ce qui est très bizarre. Mais... Pour un pavé comme ça, c'est assez étonnant. Ouais, ça s'explique par la manière dont le livre a été écrit, et ça peut nous permettre de parler un peu d'Adrien Thomas. Sauf si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on parle d'Adrien Thomas? Non, on passe sur Adrien Thomas, et puis ensuite on aura peut-être un avis plus définitif sur la qualité du bouquin. Ouais. La Légende du Sixième Royaume, à la base, c'était pas un livre qui avait pour but d'être publié, c'était le passe-temps d'Adrien Thomas. Adrien Thomas, il était zoologue. Quand il avait du temps libre, en fait, il écrivait sa petite fanfic, quoi, dans son coin. Il y a des amis à lui qui lui ont fortement suggéré d'envoyer ce texte à des maisons d'édition parce qu'ils trouvaient que c'était vachement bien. Ce manuscrit personnel qui avait pas vocation à être publié. Petit à petit, c'est devenu la Geste du Sixième Royaume. Ça a été édité. Alors je sais pas à quel point ça a été modifié, mais ça peut expliquer cette structure un peu bizarre. Oui, c'est un peu concentré sur les parties qu'il trouvait le plus cool. Oui, voilà, il a écrit ce qui lui plaisait, et en fait, ça n'a pas été pensé pour être lu par quelqu'un d'autre que lui. Pour un premier livre, c'est un tour de force quand même. Oui, c'est quand même... Enfin, on a beaucoup critiqué Irian, le rythme, etc. Mais franchement, le résultat final est vraiment de très bonne qualité. Ouais, j'ai peut-être beaucoup pinaillé. Je reviens quand même sur ma première critique. C'est un livre qui est efficace, hein, et qui marche. Franchement, c'est bien joué. Et peut-être aussi pourquoi on l'a pas tant aimé que ça. Juste une question de public. C'est un livre qui est marketé entre guillemets pour des ados ou ce qu'on appelle le young adult. Il y a le côté un peu seinen, les jeunes adultes un peu qui sont assez matures pour voir de la violence. Mais en même temps qui se rattache du côté un peu plus spectaculaire que la réflexion, etc. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on n'était pas tout à fait le public idéal, et c'est pour ça qu'on n'a pas aimé la structure du livre, qu'on a du mal avec des personnages très violents comme Irian. Et je pense que c'est au contraire pour ça qu'on avait aimé le livre, qu'on était beaucoup plus jeunes. Très clairement, c'était une claque au collège parce que, à l'époque, j'avais pas perso l'éducation, entre guillemets, au niveau de l'écriture et au niveau de la narration, pour relever, en fait, ses défauts. Pour moi, à l'époque, c'était juste, c'est trop bien, hein, toutes les idées qu'il y a, les batailles, comment c'est fait, les pouvoirs magiques, les personnages sont super réalistes et attachants. Et c'est vrai que quand on prend un point de vue objectif, on voit ses défauts de rythme et de problèmes de ton. Mais pour un public un peu moins pas dans le mauvais sens, mais un peu moins tatillon, un peu moins... Oui, un peu plus jeune, qui a moins consommé. Là, pour quelqu'un qui découvre un peu cette fantaisie qu'a lu Tolkien, qui veut un truc un peu plus frais et un peu moins... Il marche pendant 300 pages. Alors là, ils sont bluffés, quoi. Oui, c'est pas un livre qu'on a envie d'arrêter au milieu de sa lecture. Je suis assez content d'avoir commencé ma carrière de lecteur SF Fantasy par ce livre. Je trouve que c'est une très bonne base pour ensuite en brancher et évoluer en tant que lecteur. C'est beaucoup de points positifs. Évidemment, c'est pas le livre excellent qui m'a bluffé. Je préfère maintenant du Abercrombie. En roman français, j'estime plus Gagner la guerre de Jaworski. Ouais. Mais ça n'enlève pas du mérite à la prouesse de ce point de vue. Non, bien sûr, c'est un très bon livre. Et malheureusement, il est plus imprimé aujourd'hui. C'est le défaut. Alors que la dernière édition date de 2019, quelque chose comme ça. Donc si vous le voulez, il faudra vous le procurer d'occasion. Je pense que c'est pas très difficile. Nous, on n'a pas trop galéré à le trouver. Je pense que des e-books existent toujours aussi. Le problème de ça, c'est la première édition, c'est l'imprimerie, ça coûte cher. Si on n'a pas la garantie que ça se vende beaucoup, les maisons d'édition arrêtent d'imprimer le livre.
Ouais, tu l'as dit au début, c'est un livre qui a gagné un prix, et ça a aussi été un énorme succès, alors énorme, dans la niche de la fantasy, Fantasy française en de la plus. fantasy française. Sacrément réduite. Ça a quand même été un très grand succès à sa sortie. Alors, Adrien Thomas, j'ai eu la chance de tomber sur un post de lui qui repartageait les ventes de ses livres. Il en a vendu 13 000 copies, quelque chose comme ça. Ce qui, moi, me semble assez peu, mais en fait, lui, il dit que c'est beaucoup, et il connaît mieux le monde de l'édition que moi. C'est français, ça n'a pas été traduit, je crois. Non, je pense pas. Je suis même pas sûr que ce soit vendu en Suisse et en Belgique, alors Voilà. qu'il parle français aussi. La fantasy, c'est moins populaire en France qu'à l'étranger. C'est un genre qui est vu un peu comme une sous-littérature pour les jeunes. Je pense que s'il avait été anglais, qu'il avait fait des livres en anglais, il aurait pu taper 1 million de ventes. Ouais, il aurait probablement eu des rachats de droits par des compagnies de production. Bon, ça aurait probablement été jamais adapté, mais au moins il aurait touché Puis plus aussi, de droits. il aurait probablement eu un meilleur travail d'édition pour justement peut-être corriger tous ces problèmes. Ouais, là l'édition elle est pas très bonne. Et donc suite à ça, il est quand même devenu auteur professionnel à plein temps. Il a eu l'occasion de sortir beaucoup de livres. Notamment dans ses premières années d'auteur, il a continué à écrire dans ses 6 royaumes. Il a fait un deuxième livre qui s'appelle La Maison des Mages. Alors, je crois qu'il aime pas qu'on dise que ce soit une suite, même si c'est un peu le cas. Je crois que pour lui, c'est un deuxième roman dans l'univers qui est une suite sans être une suite. C'est vrai que c'est plus du tout les mêmes personnages et les mêmes enjeux. Ça se déroule une génération plus tard. Voilà. Ça garde certains personnages, ça fait beaucoup de clins d'œil, mais c'est pas la suite de l'histoire. Et c'est un livre, pareil, qu'on a tous les deux lu en étant plus jeunes, donc peut-être qu'on pourra en reparler un jour. J'aimerais bien qu'on en reparle pour voir si c'est meilleur que l'âge du Sixième Royaume ou si c'est mauvais. Ouais, carrément, on essaiera de faire ça. Dans les 6 royaumes, il a sorti une trilogie aussi. Qui est sur la fondation du Royaume des Mondia, qui a moins marché, que j'avais un peu lu, qui est un peu plus mature, je crois, en termes de violence, Ouais. qui est un peu plus noir, qui est peut-être un peu moins tape à l'œil que le Maison des Mages ou la du Sixième Royaume. Il a également sorti Notre-Dame des Loups, qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est ce que. Il dit que c'est de toute son œuvre, c'est son livre préféré, et c'est un de ceux qui s'est le moins vendu, je crois. J'ai vu des extraits, le style a l'air de trancher avec ce qu'il fait d'habitude et d'être très percutant. Et le concept, c'est des chasseurs de loups-garous dans le froid, dans la neige. Ouais, moi ça me parle, j'aime bien. Et ça a l'air d'être un peu un côté huis clos, roman court, avec une petite galère de personnages isolés entre eux qui se détestent. Ça a l'air assez très original et je suis assez intéressé qu'on chope ça. Ouais, je pense qu'on en parlera. Et après, sinon, depuis, il a fait énormément de choses. Il fait beaucoup de romans de commande aussi, parce que malheureusement, c'est quand même un auteur qui a jamais eu un succès immense. Et je pense qu'il vivote. Il doit pas très bien vivre, il doit pas toucher beaucoup de droits d'auteur, si ce n'est pas du tout. Il doit vivre des avances des maisons d'édition. Et donc il a fait beaucoup de commandes, il a écrit un roman Assassin's Creed, un roman sur la franchise de jeux vidéo Immortals Phoenix Rising. Il a fait beaucoup de livres jeunesse, il a fait quelques scénarios pour de la BD jeunesse. Et voilà, même s'il a l'air quand même d'apprécier tous ces différents univers, j'ai l'impression quand même qu'il est très soumis à des contraintes éditoriales dans son travail. Ouais. C'est un auteur un peu... C'est pas un petit auteur, et il a un peu d'être pris entre les taux, c'est pas un vendeur de best-seller, et en même temps il a eu des succès éditoriaux, et donc il est un peu obligé de... Enfin il est un peu coincé dans sa carrière, où il y a des contraintes éditoriales. Ah, il a aussi sorti, c'est Engrenage de sortilège, je crois. Possible. Il a fait ce qu'il appelle le Mechaverse. Il y a le diptyque, ouais, il y a le diptyque Vaisseau d'Arcane dedans, il y a une trilogie pour ados. Et j'ai pas autre. Ouais, je crois que c'est l'une des parties avec la Jeu du Sixième Royaume et la Maison des Mages, une des parties de ces livres qui ont le même marché. Alors j'ai pas lu la trilogie pour ados. J'ai lu Vaisseau d'Arcane, j'ai pas trouvé ça très bien. J'ai pas aimé. Je trouve qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a un changement de ton qui est assez prometteur, et bon, la promesse n'est pas très bien tenue. Mais il y a quand même... C'est un livre qui est plein d'idées et qui va pas forcément au bout de ses idées. Après avoir dit tout cela, Adrien Thomas, l'un des rares auteurs de fantasy / SF française, moderne, qui est bon, parce qu'on en a pas beaucoup. C'est vrai. Oh, il y en a d'autres quand même, mais on... honnêtement, à part Jaworski... comment il s'appelle Quand vient la Horde, tu l'as déjà lu ce bouquin? Non, j'ai pas... Ça me dit... Je le vois souvent dans les librairies. Je me demande ce que ça vaut. En fait, souvent, les romans de SF fantasy qui se vendent, c'est les prix imaginales. Oui. Et c'est souvent ça, chaque année on a un prix original, et c'est un peu le roman de fantasy SF qui va être... Et c'est très orienté justement young adult en France, ce qui sort. Parce que c'est comme ça qu'on le vend, quoi. On destine un peu à des ados, et ce qui fait que on peut peiner un peu à se retrouver dans les sorties françaises. Il y a
c'est beaucoup moins développé et creusé qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où là c'est un truc assez majeur avec des grands auteurs très distingués. Ouais, ça s'exporte beaucoup plus, et même la base du public est beaucoup plus large. Mm. Dernier mot sur Adrien Thomas quand même. Il est très engagé dans la défense des droits des auteurs. Donc sur son Instagram, quand il parle pas de lui ou directement ou de ses différentes sorties, il partage pas mal de choses sur alors, je sais pas très bien comment ça fonctionne, sur le système de sécurité sociale des auteurs. Et il est aussi cofondateur de la Ligue des auteurs professionnels, je crois. Donc si le métier d'auteur, et vraiment le métier, j'insiste là-dessus, vous intéresse, ça peut être intéressant de le suivre, parce que vous allez apprendre des choses sur comment on vit de tout ça. Typiquement, c'est beaucoup plus réaliste et en phase avec le milieu professionnel, vraiment, le côté carrière. C'est très intéressant d'avoir le point de vue comme ça d'un auteur qui est pas un vendeur de best-seller, qui a eu une chance incroyable, Oui. mais qui a quand même su s'imposer, et de voir toutes les difficultés qui sont associées à ça dans le métier, c'est intéressant. Ouais, carrément. De voir un peu ce que c'est que les 95% d'auteurs qui vivent un peu dans la précarité. Exactement. Même si je pense qu'il est plutôt dans les 90. Ceux qui ont réussi à peu près à se dégager une niche, quoi. Bon, pour finir, on recommande, je pense. Moi, je le recommanderais, mais pour un public jeune ou alors qui aime bien la fantasy, mais sans en avoir lu des tonnes. C'est ça, ouais, c'est d'accord. C'est pour un lycéen qui commence à s'intéresser aux classiques de la fantasy et qui se demande s'il n'y a pas des romans français. C'est un très bon entrée en matière. Moins quand même pour des gens qui ne bouffent que ça. Je pense que là, ça retombe un peu. Moi aussi, pour des lecteurs très jeunes, c'est ça. C'est pas non plus une balade en forêt en termes de tout. Ça reste un minimum. Ouais. Ah, nous, on avait quoi? On avait 13 ans quand on l'a lu? Oui, 13-14 c'est ans? vrai, mais on est des psychopathes. Non, ça va, je pense que c'est... Je sais jamais me rendre compte à quel point certains jeunes lecteurs pourraient être choqués par certains contenus ou quoi que ce soit. Je sais pas, J'arrive moi, pas à ça me me sauve. souvenir s'il est parti sur si la partie violence sexuelle m'avait choqué à l'époque, ou si j'étais déjà complètement sensible à ça. Je sais pas, tous les gamins, ils ont vu Squid Game, et ça me semble beaucoup plus choquant que ça sur le fond en termes de symbolique, mais... C'est vrai. Bon, peut-être que je fais fausse route aussi. Si vous cherchez une alternative à Eragon pour pousser votre gamin, ça peut en être une. On parlait d'un jour Eragon. Je pense qu'on serait plus critique que ça, mais parce qu'on là on est vraiment complètement en dehors de la cible. Ouais, Eragon, ça serait un peu plus Eragon, dur. c'est l'introduction par excellence, mais Ouais, le premier tome d'Eragon, on serait dur avec lui. Peut-être que si on devait faire les 4, on serait plus gentil. Mais ça évolue, oui, dans mes souvenirs, là, ça a grandi avec. Personnellement, ça m'a beaucoup moins. Je l'ai lu aussi, probablement à la même époque. Ça m'a beaucoup moins marqué que La Jésusienne. le mot de la fin? Un bon roman. Un bon roman français. Très bonne introduction aussi, pour une introduction un peu à ce côté un peu dark fantasy, un peu plus mature, un peu plus contre-culture. C'est intéressant. Des problèmes de rythme. Il aurait fallu mettre quelques 200-300 pages en plus, ce qui est étonnant. On ne dit pas souvent ça, mais il se passe tellement de choses qu'on saurait gagner à détailler un peu plus la progression des événements. Ouais, je suis assez d'accord. Livre efficace, mais loin d'être parfait. Quand même des bons personnages et des bons concepts et une histoire qui tient la route et qui est très satisfaisante à lire, qui se lit bien. Oui, ça se lit bien, c'est vrai. Un bon 7 sur 10. Ouais, allez, s'il fallait vraiment lui donner une note, ouais. Ouais, c'est pas un 8 ou un 9 comme je vais revenir à Saint-Valentin à la combi, voilà, c'est pas le roman excellent où les défauts faut vraiment chercher. Voilà, c'est pas un roman excellent où les défauts faut creuser à fond pour essayer de trouver quelque chose qui nous plaît pas. Là, il y a des défauts clairs, mais ça reste une lecture agréable. Et ben on va se quitter là-dessus. Eh bah oui. Au revoir mes petits ménestrels. Salut les petits ménestrels. Exactement. Des bisous. Bisous.